Si vous avez une assurance vie, il existe une ligne dans votre contrat que personne ne vous a jamais lue à voix haute. Cette ligne, elle dit en substance que l'argent posé sur ce contrat ne vous appartient pas. Je vais pas faire de la morale dans cette vidéo, je vais vous parler de droit, c'est-à-dire de ce qui s'applique le jour où quelque chose se passe mal. Vous n'êtes pas propriétaire de ce que contient votre contrat d'assurance vie, vous êtes créancier de votre assureur, c'est-à-dire quelqu'un à qui votre assureur justement doit de l'argent. Et voici ce qui devrait vous arrêter dans cette vidéo. Ce n'est pas un défaut du produit de l'assurance vie, c'est sa condition de fonctionnement. Le mot qui rassure, le mot assurance, est exactement le mot qui vous dépossède de votre bien. Les Français ont posé 2562 milliards d'euros sur ces contrats. 20 millions de personnes en détiennent au moins un. Ces 20 millions de personnes croient posséder un coffre alors qu'elles possèdent un reçu. À la fin de cette vidéo, vous saurez poser une question, une seule question, que vous pourrez vous poser ce soir devant votre contrat d'assurance vie sans appeler personne et sans rien acheter. Cette question ne concerne d'ailleurs pas que l'assurance vie, elle s'applique à chaque ligne de votre patrimoine. Je n'ai pas trouvé cette question dans un livre, j'ai payé pour la comprendre sur une position à 6 chiffres en dollars que je pensais avoir pris 100% et que personne n'acceptait de m'acheter. Je vous raconte cette histoire dans quelques minutes. Avant d'aller plus loin, faites une chose. Ouvrez le lien qui se trouve en description dans un nouvel onglet. Vous y trouverez une formation gratuite de 7 jours à raison d'une leçon par jour. Elle ne porte pas cette formation sur des produits achetés, elle porte sur la façon dont on assemble un patrimoine. L'inscription prend quelques secondes et vous la lirez. Vous lirez la première leçon ce soir. On continue. Dans une assurance vie française, vous avez le choix entre 3 choses. 3, pas 4. La première, c'est le fonds en euros. Votre capital y est garanti par l'assureur. La deuxième, ce sont les unités de compte, c'est-à-dire les supports sur lesquels le capital n'est pas garanti. Ce sont des fonds investis en actions, en obligations ou dans un mélange des deux. La troisième chose que vous trouvez, c'est la pierre papier. Vous achetez des parts de sociétés qui détiennent des bureaux et des commerces et qui vous reversent les loyers. Ces 3 cases n'offrent ni le même rendement, ni le même risque, ni même le même horizon de placement. En revanche, elles ont toutes les 3 le même propriétaire. Et ce propriétaire, ce n'est pas vous. Quand vous versez de l'argent sur un contrat, cet argent entre dans le bilan de l'assureur. C'est l'assureur qui achète les titres et c'est lui qui en devient le propriétaire légal. Vous, en échange, vous obtenez une créance sur lui, c'est-à-dire l'engagement de vous verser une somme le jour où vous la réclamerez. Le droit français, contrairement à d'autres droits européens, n'oblige pas l'assureur à isoler votre argent dans un compartiment séparé qui porterait votre nom. Votre argent est donc mélangé au reste de son bilan. Vous avez donc 3 cases, un seul propriétaire et une seule promesse. Et maintenant, je vais défendre la position adverse. Et je vais la défendre sincèrement parce que c'est une position qui se tient. Un assureur, un conseiller bancaire ou l'institution française dans son ensemble vont vous répondre ceci. Ce montage, l'assurance vie, vous protège. Ils avancent 3 arguments et ces 3 arguments sont difficiles à contredire. Premier argument, le secteur français figure parmi les plus surveillés et réglementés d'Europe. Les assureurs ont l'obligation d'immobiliser du capital réglementaire et la CPR, l'autorité de contrôle prudentiel, qui surveille les banques et les assurances, vérifie qu'ils le fassent bien. Deuxième argument, depuis 1945, un seul assureur vie français a fait défaut. Ça représente un seul défaut en 80 ans. Troisième argument, et c'est le meilleur des 3, si votre assureur peut vous garantir votre capital sur le fonds en euros, c'est précisément parce qu'il est propriétaire des titres. Une garantie signifie que quelqu'un porte le risque à votre place. Pour porter ce risque, il faut détenir les actifs. La garantie et la dépossession ne se contredisent donc pas. Ce sont les 2 faces du même mécanisme. Au passage, je voudrais que vous me disiez une chose maintenant. Votre contrat d'assurance vie, vous l'avez ouvert où? Répondez-moi en un mot dans les commentaires. Alors, ça peut être une banque, un courtier ou simplement vous l'avez ouvert en famille. Gardez votre réponse en tête parce que je vous expliquerai à la fin de cette vidéo pourquoi je vous pose cette question. Les 3 arguments que je viens de vous donner, ceux de l'opinion adverse, sont de qualité et je ne vais pas les démonter. Il reste pourtant une chose que ce raisonnement ne dit jamais et cette chose constitue tout le sujet de cette vidéo. Ce n'est pas la solidité de votre assureur qui pose problème. Le problème se situe entre le moment où vous réclamez votre argent et le moment où vous le recevez. Commençons par le plus simple. Il existe en France un fonds de garantie publique pour l'assurance vie qui s'appelle le FGAP. Le législateur l'a créé en 1999, juste après la faillite d'un assureur nommé Europavie, le défaut unique dont je vous parlais à l'instant. Ce fonds vous couvre à hauteur de 70 000 euros. Ce plafond s'applique par personne et par compagnie, par société, tout contrat confondu chez le même assureur.
Faites le calcul avec moi. Les Français détiennent 2 562 milliards d'euros d'assurance vie et ils sont 20 millions à en détenir. Ça représente en moyenne un peu plus de 108 000 euros par personne. La garantie publique couvre 70 000 euros. Le détenteur moyen en possède 108 000. Il reste donc, pour ce détenteur moyen, environ 38 000 euros que personne ne garantit. Et si vous avez fait ce que fait tout le monde, c'est-à-dire regrouper vos contrats chez le même assureur pour simplifier votre gestion, sachez que ce plafond ne s'additionne pas par contrat. Il s'apprécie compagnie par compagnie. Donc, 3 contrats chez le même assureur vous donnent droit à 70 000 euros de garantie et non pas à 210 000. Ce chiffre ne constitue pas une raison de paniquer. Il ne joue qu'en cas de défaillance de l'assureur et une telle défaillance ne s'est produite qu'une fois en 80 ans. Mais il constitue, en revanche, une raison de savoir où passe cette ligne. Maintenant, passons à un deuxième sujet qui compte encore plus que ce que je viens de vous dire. Depuis 2016, une loi autorise une autorité française, le Haut Conseil de stabilité financière, à suspendre temporairement les retraits sur les contrats d'assurance vie. Cette suspension peut porter sur les rachats, c'est-à-dire les retraits d'argent. Elle peut aussi porter sur les arbitrages, c'est-à-dire les changements de support à l'intérieur du contrat. Elle peut enfin porter sur les avances que l'assureur vous consent. La mesure dure 3 mois, elle est renouvelable une fois et elle ne peut pas dépasser 6 mois au total. Le Parlement ne vote pas cette décision. Une autorité la prend. Donc soyons précis parce que la précision compte ici. Il ne s'agit pas d'une confiscation, votre argent reste le vôtre et votre contrat continue d'être valorisé même pendant le gel de ce contrat. Ce dispositif n'a d'ailleurs jamais été activé depuis sa création. Mais regardez maintenant ce qu'il gèle. Il gèle le contrat entier et non pas une case en particulier. Si vous ne détenez aucun fonds en euros et que vous n'avez que des unités de compte, vous pourriez croire que cette loi ne vous concerne pas. Elle concerne pourtant vos 3 cases ensemble, parce que ces 3 cases ne sont pas 3 actifs distincts. Ce sont 3 expressions de la même créance sur le même débiteur. Vous allez peut-être me dire que cette loi existe depuis 10 ans et qu'il ne s'est jamais rien passé. Pourquoi vous en parlez aujourd'hui? Parce que la configuration a changé. Les fonds en euros sont investis en très grande majorité en obligations. Les assureurs ont acheté une bonne partie de ces obligations entre 2015 et 2021, à des taux proches de zéro. Aujourd'hui, l'emprunt d'État français à 10 ans se traite autour de 3,5%. Voici ce que ça signifie concrètement. Une obligation ancienne qui rapporte très peu vaut aujourd'hui moins cher que son prix d'achat si on la revend avant son échéance. Tant que l'assureur la conserve jusqu'au bout, cette perte reste théorique. Le jour où il doit vendre pour rembourser des épargnants qui sortent tous en même temps, cette perte devient réelle. La loi de 2016 a été écrite pour empêcher exactement ce scénario. Vous trouvez peut-être tout ça très théorique. Alors je vais vous raconter ce qui est arrivé à des épargnants français ordinaires il y a 6 ans sans qu'aucune crise ne se déclenche nulle part. En août 2020, l'autorité des marchés financiers a demandé à une société de gestion appelée H2O, Asset Management, de suspendre les retraits sur 3 de ses fonds. La société a étendu cette suspension à 8 fonds au total. Ces fonds avaient été très largement distribués en unités de compte à l'intérieur de contrats d'assurance vie français. En octobre de la même année, H2O a coupé ses fonds en deux. Elle a rouvert la partie liquide et elle a enfermé la partie invendable dans des fonds de cantonnement que le métier appelle des side pockets. Ces actifs invendables représentaient environ 1,5 milliard d'euros et provenaient d'un groupe nommé Ténor. Mettez-vous à la place d'un épargnant. Il avait placé une partie de son assurance vie sur ces supports. Il demande à récupérer son argent. Son assureur lui répond qu'il ne peut rien faire parce que le fonds sous-jacent est fermé. Observez la chaîne de causalité. Cet épargnant ne possède rien directement. Il détient une créance sur son assureur, lequel détient une part d'un fonds que plus personne ne peut vendre. 3 maillons et il se retrouve au dernier maillon, bloqué. Ce blocage a duré plus de 4 ans. En septembre 2024, H2O a proposé aux porteurs une sortie définitive, en leur laissant le choix entre 2 options. Être remboursés rapidement, à condition de renoncer à toute action en justice, ou conserver leur droit de poursuivre et attendre un remboursement échelonné jusqu'en 2031. Aucun de ces épargnants n'avait commis d'erreur. Ils avaient acheté un support proposé dans leur contrat, souvent recommandé par leurs conseillers et qui affichait d'excellentes performances passées. Ils ont simplement découvert que la liquidité de leur assurance vie ne dépendait pas d'eux.
Retenez cette phrase, la liquidité qu'on vous promet ne vaut pas plus que la liquidité de ce qu'il y a sur votre assurance vie. Je vous avais promis de revenir sur ma position à 6 chiffres en dollars. Eh ben j'y reviens. Fin 2024, j'investis donc 6 chiffres en dollars dans une société non cotée. Le secteur était porteur, l'histoire était belle et les dirigeants évoquaient même une entrée en bourse au Nasdaq. 4 mois plus tard, une nouvelle levée de fonds a valorisé la société à près du double de ce que je l'avais acheté. Mes 6 chiffres étaient devenus x2 sur le papier. J'étais très content de moi. J'ai décidé de vendre une partie de ma position. Je n'ai pas pu. Il n'existait aucun marché secondaire pour ces parts en private equity. Aucun acheteur ne se présentait et des clauses interdisaient de revendre sans l'accord du reste du board. Ma capacité à sortir de cet investissement dépendait entièrement de décisions que d'autres prendraient à ma place. Alors, la fin de l'histoire, c'est que je suis sorti de cette position à 215%, soit 115% de gain. Mais je n'y suis pour rien. Une restructuration extérieure a facilité le rachat de mes parts. Je n'ai pas réussi une sortie, j'ai eu de la chance. J'en ai tiré une phrase que je répète depuis. Une valeur que vous ne pouvez pas transformer en argent au moment où vous le souhaitez n'a pas de valeur, n'a pas de prix. C'est juste un chiffre affiché sur un écran. Or, c'est exactement la question que personne ne pose sur l'assurance vie. Les épargnants comparent les rendements, ils comparent les frais, ils comparent la fiscalité au bout de 8 ans. Ils ne comparent jamais la seule chose qui commande tout le reste, les conditions dans lesquelles cet argent est susceptible, capable de ressortir de votre investissement. Voici maintenant comment je structure un patrimoine et je vais vous en donner la moitié qui compte le plus. Un patrimoine se juge sur 2 axes et pas sur un seul axe. Le premier axe, tout le monde le connaît, c'est ce que le patrimoine contient. Des actions, des obligations, de l'or, de l'immobilier. Tous les articles financiers en parlent, tous les conseillers en parlent et toutes les allocations type reposent sur ces actifs. Cet axe est d'ailleurs public. Un investisseur américain, Harry Brown, l'a formalisé il y a 40 ans sous le nom de portefeuille permanent. Vous avez toutes les informations gratuitement en ligne. Et le principe du portefeuille de Brown tient en une phrase. 4 familles d'actifs pour 4 états possibles de l'économie. Mais le deuxième axe du patrimoine, presque personne n'en parle. Cet axe répond à une seule question: qui contrôle chaque ligne de votre patrimoine? Et cet axe-là, je vous le donne en entier tout de suite. Il ne comporte que 3 positions. Première position, vous seul décidez. L'or physique que vous détenez chez vous entre dans cette catégorie. Les titres inscrits à votre nom sur un compte titre aussi. Les titres de propriété. Si votre courtier disparaît, vos titres ne disparaissent pas avec lui. Parce que la loi impose de les séparer de son bilan à ce courtier. Personne n'a besoin de vous donner son accord pour que vous récupériez ses actifs. Deuxième position, une contrepartie privée doit donner son accord. Votre assurance vie se trouve dans cette deuxième position et votre compte bancaire également. Votre argent transite par le bilan de quelqu'un d'autre, une autre entité, une autre raison sociale, et c'est ce quelqu'un qui détermine la vitesse à laquelle votre argent ressort de sa position. Troisième position, une autorité publique peut s'y opposer. Au-dessus de la contrepartie privée se trouve l'État. Le gel prévu par la loi de 2016 appartient à cette troisième position et les épargnants bloqués chez H2O y étaient aussi par un autre chemin. Voilà l'axe complet. Le deuxième axe, il vous appartient, il ne coûte rien et vous pouvez le tracer ce soir sur une feuille de papier. Ce que je ne peux pas vous donner en quelques minutes que dure cette vidéo, c'est le croisement des 2 axes. Quelle proportion de votre patrimoine placé dans chacune de ces 3 positions, en fonction de votre âge, de votre horizon d'investissement et de la somme que vous devez pouvoir mobiliser en urgence. Ce croisement ne relève pas d'une règle universelle, il relève d'un arbitrage personnel. Et un arbitrage, ça se construit, ça ne s'annonce pas dans une vidéo. Je connais votre véritable objection maintenant et ce n'est pas celle qu'on imagine. Vous n'êtes pas en train de vous dire que rien n'arrivera jamais. Vous êtes en train de vous dire ceci. Mon contrat d'assurance vie a 12 ans. Son antériorité fiscale est acquise et je ne vais pas tout casser maintenant. Et vous avez raison. Je vous demande pas de faire ça. Ne cassez rien. Un contrat ancien constitue un actif en soi. Le fait d'ouvrir tôt un contrat d'assurance vie puis de le laisser vieillir, c'est une des rares bonnes décisions que le système français récompense vraiment. Observez pourtant ce que cette bonne décision produit avec le temps. Puisque le contrat le plus ancien est le plus avantageux fiscalement, c'est sur lui que vous versez vos économies. Puis vous y versez celles de l'année suivante, puis celles d'après.
Chaque nouveau versement rejoint le même contrat chez le même assureur en vertu d'un choix parfaitement rationnel que vous avez fait une seule fois il y a 12 ans. Au bout de 15 ans, la moitié de votre patrimoine financier se retrouve chez une seule contrepartie. Personne n'a jamais pris cette décision-là. Elle résulte mécaniquement d'une bonne décision répétée. Souvenez-vous maintenant du chiffre du début de cette vidéo. La garantie publique s'arrête à 70 000 euros par compagnie, pas par contrat. L'antériorité fiscale, elle ne se compte pas par compagnie. Ces deux logiques travaillent l'une contre l'autre depuis 12 ans sans que personne ne voulait jamais signaler. L'antériorité fiscale ne constitue donc pas une raison de ne rien regarder. Elle constitue exactement la meilleure raison pour regarder ce que vous avez fait parce que c'est ce qui a concentré votre patrimoine pendant que vous faisiez ce qu'il fallait faire. Je vous demande de retenir trois choses. Premièrement, dans une assurance vie française, vous n'êtes pas propriétaire, vous êtes créancier. Vos trois cases, le fonds en euros, les unités de compte et la pierre papier, sont trois formes de la même créance sur le même débiteur. Deuxièmement, la garantie publique s'arrête à 70 000 euros par personne et par compagnie, non par contrat. Troisièmement, un seul critère commande vraiment le reste de votre investissement et le voici: qui doit donner son accord pour que je récupère mon argent? Voilà la question que je vous avais promise en ouverture. Posez-vous-la ce soir. L'exercice prend quelques minutes. Prenez une feuille de papier, écrivez chaque ligne de votre patrimoine dans la colonne de gauche, dans la colonne de droite, écrivez le nom de celui qui doit donner son accord pour que vous récupériez votre argent. Un assureur, une banque, un État ou quelqu'un, une personne. Puis comptez combien de lignes portent le même nom en face. Vous vous souvenez de la question que je vous ai posée au début sur l'endroit où vous avez ouvert votre contrat? Voici pourquoi je vous la posais. Dans l'immense majorité des cas, la réponse est la même. Quelqu'un vous l'a proposé. Vous n'avez pas choisi cette enveloppe, vous l'avez acceptée. Et ce n'est pas de votre faute. On vous a vendu le mot assurance comme une garantie et personne n'avait le moindre intérêt à ce que vous lisiez les petites lignes de fin de contrat. La bonne nouvelle, c'est que corriger ça ne demande ni argent ni compétences techniques. Ça demande une feuille de papier et 10 minutes. Alors, une dernière question, et je réponds personnellement à celle-là. Sur votre propre patrimoine, quelle est la ligne dont vous seriez incapable de dire aujourd'hui qui doit donner son accord pour que vous la récupériez? Écrivez-la en commentaire et je réponds à tous les commentaires. Si ce que je viens de décrire vous a fait tiquer, la suite logique ne consiste pas à acheter quoi que ce soit. Elle consiste à comprendre comment on assemble un patrimoine, au lieu de l'empiler ligne par ligne. J'ai construit une formation gratuite de 7 jours sur ce sujet précis. Vous recevez une leçon par jour dans votre boîte mail. Je n'y vends aucun produit et je n'y recommande aucun placement. Je vous montre une structure. Dans quel ordre poser les différents étages de votre patrimoine? Quoi placer dans quelle enveloppe? Et pourquoi la même somme n'a pas la même valeur selon l'endroit où vous la posez? C'est gratuit, ça dure 7 jours et le lien se trouve en description. J'investis depuis 30 ans. Je n'ai jamais eu de mentor et j'ai appris en payant mes erreurs personnellement. Mon appartement et mes biens de rendement en Espagne achetés au sommet du cycle, la position que je ne pouvais pas revendre en private equity et les 8 années passées à choisir mes actions une par une pour finir en dessous du rendement d'un simple ETF. C'est ce que j'aurais voulu qu'on m'explique il y a 30 ans. Une dernière chose, beaucoup de gens, juste après avoir compris ce que je viens de vous montrer, se précipitent sur un contrat d'assurance vie luxembourgeois en pensant que cette solution règle le problème. Elle règle en partie le problème et pas la partie qu'on imagine. Donc j'ai consacré une vidéo entière à cette question et vous la trouverez juste ici. On se retrouve tout de suite.